aussi vos propres créations effrayantes, prenez vite tout à coup et commencez à essayer de vous transformer en l'une d'entre elles. Que feriez-vous? Cette femme pense qu'elle a enfin réussi à faire une percée qui va sauver sa carrière. Mais quand elle réalisera à quel point les choses ont mal tourné, il sera déjà trop tard. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'attaque des marionnettes de viande dans Stop Motion. Cette artiste en difficulté est sur le point de donner un tout nouveau sens au fait de se perdre dans son travail. Assise à sa table de travail, Ella, réalisatrice amateur de stop motion, aide laborieusement sa mère Suzanne à mettre sur pied leur dernier projet. La femme âgée est déjà une artiste extrêmement talentueuse, mais après avoir été frappée par une grave crise d'arthrite, elle n'est plus en mesure de travailler elle-même sur les films. Au lieu de ça, elle compte sur Ella pour faire le travail à sa place en supervisant impitoyablement ses moindres faits et gestes tout au long du processus. Chaque fois qu'elle visionne les images, sa mère se montre insatisfaite des résultats, ce qui les oblige à tout recommencer. Ce soir-là au dîner, Ella suggère timidement qu'elle pourrait être en mesure d'aider Suzanne à trouver des idées, mais sa mère se contente de la dévisager en silence, sans dire un mot. Après une nuit blanche, Ella se rend à l'atelier le lendemain matin et y trouve sa mère qui l'attend déjà. Elle dit qu'elle veut entendre la grande idée d'Ella, mais la jeune femme est trop nerveuse pour l'expliquer. Elles se remettent donc toutes les deux au travail. Plus tard, elle va retrouver un groupe d'amis dans un restaurant local, dont son petit ami Tom et sa sœur Polly, qui agissent tous comme si c'était la première fois depuis longtemps qu'ils la voyaient hors de la maison. Elle finit par passer la nuit dans l'appartement de Tom, mais le réveille tôt le matin pour qu'il la ramène chez elle en lui disant qu'elle doit rentrer avant que sa mère ne soit sortie du lit. Pendant le trajet, Tom lui demande si elle aimerait un jour travailler sur un projet personnel. Mais Ella explique qu'elle n'a jamais vraiment eu l'impression d'avoir sa propre identité artistique. Ok, je pense que nous pouvons tous voir exactement où ça va nous mener. La mère d'Ella la laisse à peine respirer sans la critiquer d'une manière passive et agressive, et lui fait même passer chaque instant de sa vie à travailler sur ces marionnettes effrayantes qui sont la définition littérale dans le dictionnaire de source de cauchemar. C'est suffisant pour rendre n'importe qui complètement fou. Pour l'instant, il semble que le plus gros problème dans la vie d'Ella soit la relation avec sa mère. En fait, elle traite la pauvre Ella comme une de ses marionnettes et non comme un être humain doté de véritables sentiments. Parce qu'elle travaille constamment sur le projet de rêve de sa mère, elle n'a pratiquement plus le temps d'avoir une vie sociale. Il semble qu'elle n'ait presque jamais l'occasion de voir ses amis, ni même son petit ami, la personne avec laquelle elle devrait logiquement passer le plus de temps en dehors de sa mère. Et il agit comme s'il ne l'avait pas vue depuis des mois. Le pire, c'est que même en travaillant constamment, Ella n'a jamais l'impression de posséder quoi que ce soit dont elle puisse être fière, et elle reconnaît plus ou moins ouvertement que toute sa vie consiste à faire tout ce que sa mère lui dit. Si Ella devait soumettre ses problèmes à un thérapeute, celui-ci lui dirait probablement que la relation entre elle et sa mère présente tous les signes d'un concept connu sous le nom d'enchevêtrement familial. Quand ça arrive, l'absence de limites personnelles claires entre les membres de la famille fait que la victime a du mal à développer sa propre individualité sans l'influence de ses parents. Ça peut entraîner une faible estime de soi, une anxiété et un stress important, ainsi que le sentiment de n'avoir aucun contrôle sur sa propre vie. Pour remettre sa vie sur les rails, la première chose qu'elle doit faire est de trouver un moyen d'améliorer sa relation avec sa mère ou de cesser tout contact avec elle. Ce ne sera pas facile au début, mais c'est probablement le seul moyen pour que cette histoire se termine sans que l'une d'entre elles, ou les deux, ne quitte la maison dans un sac mortuaire. Au lieu de rentrer chez elle pour recommencer le même cycle, Ella devrait expliquer clairement à sa mère qu'elle a besoin de prendre une semaine de congé, puis aller chez Tom ou prendre des vacances en solo quelque part pour se donner le temps de réfléchir à tout ça. Se disputer maintenant ne fera qu'aggraver la situation. Elles ont donc besoin de se séparer pour laisser retomber la tension. Ensuite, elles pourront toutes les deux suivre une thérapie, soit individuellement, soit ensemble. Elles devraient aussi trouver le courage de partager enfin ses propres idées. Sa mère ne les aime peut-être pas, mais elle a demandé à entendre son idée l'autre matin quand elles ont commencé. C'est au moins un petit pas dans la bonne direction. Pour regarder les choses de son point de vue pendant une minute, il est également fort probable que la mère d'Ella traverse des problèmes personnels après avoir été une artiste très respectée toute sa vie et avoir maintenant perdu le contrôle de ses mains à un âge avancé. Ce n'est absolument pas une excuse pour traiter Ella comme elle le fait. Mais le fait d'exprimer ses sentiments ouvertement est la seule façon pour elles deux d'apprendre à se comprendre l'une l'autre. Un bon compromis serait qu'Ella accepte d'aider sa mère dans son projet 4 jours par semaine et qu'elle commence à prendre conscience de sa propre valeur. Si tout ça échoue, elle pourra toujours laisser tomber la vieille chouette et essayer de monter son propre projet chez Tom au lieu de ça. Et Ella, ici présente, va regretter de ne pas l'avoir fait quand nous verrons à quel point la situation deviendra dingue.
Ella se jette immédiatement dans son lit quand elle rentre à la maison. Mais quelques secondes après avoir posé sa tête sur l'oreiller, sa mère est déjà sur son dos et lui dit qu'il est temps d'aller bosser. Frustrée, Ella pose brutalement l'assiette de sa mère sur la table devant elle et laisse la femme se dépatouiller toute seule pour couper sa nourriture. Alors qu'elles prennent place dans l'atelier, la femme fait remarquer qu'Ella semble complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Mais elle le dit plus pour la ridiculiser que pour s'en préoccuper. C'est alors qu'elle se met à jouer les Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine en lui aboyant des ordres comme jamais auparavant. Tout à coup, alors qu'elle semble sur le point de se péter un vaisseau sanguin, l'électricité se coupe dans la maison. Et quand Ella allume sa lampe de poche, sa mère se jette soudain sur elle dans l'obscurité avant de s'effondrer brusquement sur le sol. À l'hôpital, les médecins annoncent à Ella que sa mère a fait une attaque et qu'elle est plongée dans le coma. Elle devra rester à l'hôpital jusqu'à nouvel ordre. Ella décide alors de passer une nuit chez son petit ami pour chercher un peu de réconfort. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle prend un bain chez Tom, Ella a une étrange vision du corps de sa mère gisant sur le sol du salon. Bien que Tom lui dise qu'elle peut rester ici autant qu'elle le souhaite, elle insiste sur le fait qu'elle doit terminer le projet de sa mère. Ne voulant pas retourner dans la vieille maison, il décide de la reloger dans un immeuble vide que Tom connaît grâce à son travail. Cet endroit a l'air vieux, inachevé et franchement glauque. Tom est donc surpris d'apprendre qu'elle a l'intention d'y passer ses nuits aussi. Mais Ella dit qu'elle ne peut pas avoir de distraction si elle veut terminer le film. Alors qu'elle monte tout son matériel de la voiture à l'appart, elle a fait une étrange rencontre avec une petite fille qui est en train de descendre les escaliers vers la sortie. La fille bloque délibérément le chemin d'Ella et la fixe jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Ella essaie de se remettre au travail une fois que tout est en place, mais elle n'arrive pas à se concentrer sur quoi que ce soit alors que la petite fille chante sans cesse des chansons étranges et inquiétantes dans le couloir. Frustrée, elle finit par aller la confronter avant de se raviser une minute plus tard. Mais au moment où elle se retourne, la fillette arrive en courant et lui crie d'attendre. La fille jette un coup d'œil par la porte et remarque rapidement l'atelier d'Ella, qui lui explique que c'est ici qu'elle réalise ses films en stop motion. Curieuse, elle lui demande si elle peut regarder de plus près, et après réflexion, Ella l'autorise à entrer à contre-cœur. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Ok, et hop, c'est reparti pour un tour. Pourquoi faut-il toujours que ce soit une petite fille flippante? Maintenant, je sais ce que vous pensez. Peut-être que c'est juste une gamine normale. Et ma réponse à ça est un non catégorique. Je peux déjà vous dire maintenant que cette emmerdeuse n'est pas réelle. Vous pouvez tenter votre chance si vous voulez. Mais moi, j'ai le mauvais pressentiment que cette gamine est une menace. Comment pouvons-nous en être sûrs? Eh bien, regardons les preuves. D'emblée, Tom a dit clairement que le bâtiment était vide parce qu'il était en train d'être rénové. Personne n'est censé être dans l'immeuble à part les déménageurs. Et si une petite fille bizarre vivait vraiment là avec sa famille, on pourrait penser qu'il l'aurait mentionné pour qu'Ella ne soit pas prise par surprise. En parlant de famille, il est étrange que nous n'ayons jamais vu la moindre trace des parents de la fillette. Tom a dû quitter l'appartement d'Ella pour aller travailler. Ça signifie qu'on est au beau milieu d'un jour de semaine. Donc, à moins que ce ne soit l'été et que l'école soit fermée, cette fille devrait être en classe, et non en train d'errer dans des bâtiments abandonnés. Les seules autres personnes qu'elle a vues jusqu'à présent sont les deux déménageurs sur les marches, et même eux ont été surpris de la voir là. Il suffit de regarder leurs expressions. Ce ne sont pas les visages de deux personnes qui s'attendent à voir une autre âme vivante dans le coin. Ils ont regardé Ella comme si c'était un fantôme. Et ça devrait vous amener à vous poser des questions sur cette petite fille. Et le fait que le bâtiment ait déjà l'air d'une maison hantée n'arrange rien. Je n'aime pas ça du tout. Si nous excluons la réponse évidente qu'il s'agit simplement d'une petite fille étrange, alors de mon point de vue, il ne nous reste que deux options. Soit la petite est une sorte d'apparition fantomatique, soit c'est une hallucination créée par le subconscient d'Ella. Dans tous les cas, c'est pour le moins horrifiant. Mais la bonne nouvelle, c'est que les fantômes de petites filles font partie de notre domaine d'expertise, ici au siège de Comment Battre. Si c'est une sorte de Casper en action, alors voici ce qu'Ella doit faire. Tout d'abord, nous devons déterminer s'il s'agit bien d'un fantôme. Elle doit commencer par observer attentivement les signes révélateurs d'une activité paranormale. Elle doit également écouter attentivement ce que dit la fillette pour voir si elle ne laisse pas échapper des preuves de sa vraie nature. Et bien sûr, il faut demander à Tom et aux déménageurs s'ils ont déjà vu la petite fille qui vit là. S'ils font mine de ne pas savoir de quoi vous parlez, vous saurez que vous avez affaire à un esprit. L'étape suivante consiste à effectuer un rituel de purification avec de la sauge, de l'eau bénite ou des prières pour laver et purifier l'appartement. En général, ces fantômes ont un mystère qu'ils veulent que vous résolviez, comme quelque chose qui les lie au monde physique et qui doit être résolu pour qu'ils puissent passer de l'autre côté. J'essaierai donc de chercher dans les archives des journaux locaux des histoires de filles mortes dans cet immeuble. Sinon, il est temps de faire appel à des professionnels et de laisser quelqu'un de plus qualifié comme un prêtre ou un enquêteur du paranormal prendre le relais.
S'il s'agit de démons intérieurs, les choses sont un peu plus compliquées. Mais il existe tout de même des solutions possibles. Quand une personne passe de longues périodes sans se reposer suffisamment, on parle de privation de sommeil. Une bonne nuit de sommeil est si importante que même un manque de quelques heures au cours de la semaine peut entraîner des problèmes au niveau des actions de base, des pertes de mémoire et des sautes d'humeur. Mais quand les choses vont vraiment mal, vous pouvez même être victime d'hallucinations visuelles et auditives. En ce qui concerne les causes du manque de sommeil, elle a coché à peu près toutes les cases. Un emploi du temps surchargé, des habitudes de sommeil irrégulières, le fait de passer du temps dans un environnement étrange comme ce bâtiment sinistre et abandonné, et plus important encore, un stress, une anxiété et une dépression sévère, qui ont tous été provoqués par la relation troublée d'Ella avec sa mère et la façon traumatisante dont tout ça s'est terminé. La seule bonne nouvelle, c'est que contrairement aux fantômes, il existe des solutions scientifiquement prouvées pour mieux dormir. Tout d'abord, il faut consulter un thérapeute, parce qu'elle a manifestement des problèmes sous-jacents dont elle doit s'occuper. Sinon, l'essentiel est qu'elle adopte un rythme de sommeil régulier. Enfin, il serait peut-être utile qu'Ella se fasse un ami. Vous savez, en plus des marionnettes et des voix dans sa tête. Je lui suggérerais d'adopter un animal de compagnie comme un chien ou un chat. Parce que non seulement ça lui permettrait d'avoir quelqu'un qui lui tiendrait compagnie et la ferait sortir de la maison pour l'emmener en promenade, mais les animaux ont également un sens aigu pour savoir quand les vibrations ne sont pas bonnes et pourraient même l'aider à être avertie de toute activité spectrale. En fin de compte, Ella n'aurait jamais dû inviter cette fille à entrer. Et elle va regretter cette décision quand elle découvrira les véritables intentions de cette petite peste. Comme elle se sent coupable d'avoir réagi de façon excessive, Ella s'excuse et dit qu'elle va montrer à la fillette comment fonctionnent ces marionnettes. Elle explique qu'il y a une armature à l'intérieur de chaque figurine, c'est-à-dire un squelette métallique qui lui permet de donner sa forme au modèle en effectuant de minuscules mouvements et en capturant chaque image fixe avant de la reproduire. Elle parvient ainsi à donner aux personnages l'impression de jouer une scène comme s'ils étaient vraiment vivants. Ella montre ensuite l'état d'avancement de son projet à la petite fille, mais celle-ci n'est malheureusement pas impressionnée. Quand Ella lui demande comment elle pourrait l'améliorer, elle suggère de jeter tout le projet et de créer une nouvelle histoire moins ennuyeuse. Et il se trouve que la demoiselle a une histoire en tête. Pour son histoire, elle raconte qu'il y a une petite fille perdue dans les bois et qu'elle a peur parce qu'un monstre terrifiant la poursuit. Intéressée, Ella demande plus de détails, mais la fille change rapidement de sujet et porte son attention sur une boule de cire dans les mains d'Ella. Celle-ci lui explique qu'il s'agit de cire de thanatopraxie, et la petite fille lui répond avec enthousiasme qu'elle devrait plutôt commencer à fabriquer des figurines avec cette cire. Il est temps pour Ella de se remettre au travail. Elle renvoie donc la petite fille à ses occupations. Mais après son départ, Ella n'arrive pas à se sortir les idées de la fillette de la tête. Pendant la nuit, elle fait un cauchemar dans lequel elle se retrouve dans la forêt de l'histoire de la gamine. Et quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle a détruit l'ancien décor et construit une version extrêmement détaillée de la forêt à la place, avec une enfant d'un réalisme saisissant qui se déplace en rampant dans les sous-bois. Tom est là aussi. Et il est de plus en plus frustré de voir Ella constamment obsédée par son travail, incapable de détacher ses yeux de l'écran de l'ordinateur. Le lendemain matin, Ella reçoit la visite de Polly, la sœur de Tom, qui souhaite jeter un coup d'œil à son nouveau projet. La femme est tellement impressionnée par ce qu'elle voit qu'elle décide de s'approprier l'idée. Alors qu'Ella raccompagne Polly jusqu'aux escaliers, elle aperçoit la petite fille qui arrive dans l'autre sens. Excitée, elle l'emmène voir le film réalisé jusqu'à présent. Mais la fillette trouve toujours que les personnages n'ont pas l'air assez réels. Elle se rend dans la cuisine, prend un morceau de steak avarié dans la poubelle et demande à Ella de l'utiliser pour donner plus de vie à ses personnages. Ella hésite d'abord, mais quand la petite fille lui dit qu'elle lui racontera la suite de l'histoire si elle le fait, Ella finit par accepter l'idée. Dans l'histoire, la petite fille court dans les bois jusqu'à ce qu'elle trouve une vieille maison abandonnée et se cache à l'intérieur. Ella lui demande de qui elle se cache exactement, et elle lui répond qu'une goule terrifiante appelée Lashman la poursuit, et qu'il s'en prend à la jeune fille au cours de 3 nuits. Mais c'est tout ce qu'elle est prête à lui dire pour l'instant. Cette nuit-là, alors qu'elle est allongée dans son lit, Ella entend 3 coups violents frapper à la porte de son appartement. Elle se lève pour aller voir et aperçoit la fille dans le couloir à l'extérieur, affublée d'un étrange masque d'Halloween. Et elle lui dit qu'elle a quelque chose à lui montrer. La petite fille la prend par la main et l'emmène dans les bois voisins où elle a trouvé le corps d'un renard mort et elle veut qu'Ella l'utilise pour améliorer le réalisme de ses personnages. Dégoûtée, Ella s'oppose à l'utilisation d'un vrai corps pour son projet, disant que la petite fille va un peu trop loin. Mais celle-ci lui dit qu'elle ne lui racontera pas la suite de l'histoire si elle ne le fait pas. Et elle part aussitôt, laissant Ella se débrouiller toute seule. Ok, je vous arrête tout de suite.
Elle a rencontré cette fillette il y a un jour et maintenant elle nous emmène déjà voir le cadavre d'un animal dans les bois en pleine nuit. Où sont les parents de cette gamine pour qu'elle soit debout aussi tard dans la nuit à courir dans les bois comme dans le projet Blair Witch et à essayer de vous faire utiliser des animaux morts pour ses rituels bizarres et je ne sais quoi d'autre encore. Je vais vous dire où ils sont. Ils n'existent pas parce que les putains de jumelles de Shining disparues depuis longtemps n'existent pas non plus. Tu as besoin de plus de preuves, Ella ? Polly est passée devant la fille sans même lui accorder la moindre attention. Et nous savons que Polly est un peu égocentrique. Alors c'est foutrement suspect. Depuis que cette petite fille est apparue, la vie d'Ella est devenue de plus en plus bizarre. Elle a détruit toutes les pièces de la maquette de sa mère pendant qu'elle était plongée dans un rêve, et ensuite, elle a fait une maquette détaillée de la forêt exactement comme dans l'histoire de la fillette. Vous voulez me faire croire qu'elle a fait tout ça et qu'elle ne s'en souvient même pas ? Quand vous commencez à construire des scènes d'horreur en dormant, c'est qu'il est temps de faire un break avant de vous retrouver directement à arpenter les couloirs d'un asile. C'est tellement évident que c'est même pas drôle. Je suis d'accord avec Ella. La dernière chose que nous devons faire, c'est de nous impliquer dans ce que fait cette gamine. Au lieu de ça, elle devrait essayer de faire émerger ses propres idées pour une fois. Elle a dit qu'elle voulait aider sa mère avec ses propres idées. Elle doit donc avoir quelque chose en tête. Alors mon conseil, sors un peu de la maison, va te promener ou lis un bon livre. Ça pourrait peut-être stimuler ta créativité. De plus, après tout ce que nous venons de voir, je pense qu'il est temps d'arrêter de travailler sur l'histoire de cette petite fille et de mettre un terme à leur relation. Mais il y a un problème. Nous ne pouvons pas la laisser quitter l'histoire au moment où un personnage arrive. Maintenant, il faut que je sache qui approche. Et il n'y a pas d'autre solution que d'accéder à ces demandes bizarres pour le savoir. J'essaierai de soudoyer la petite d'une manière ou d'une autre pour qu'elle continue à me raconter l'histoire. Pour le reste, je dormirai avec la veilleuse allumée et la batte de baseball à portée de main jusqu'à nouvel ordre. Ella doit faire attention parce que cette petite tarée obsédée par les animaux morts sur les chemins est un problème. Et c'est seulement une question de temps avant que tout ça ne dégénère en une folie sans nom dont personne ne sortira indemne. De retour à son appartement, elle essaie de trouver la suite de l'histoire toute seule. Mais elle se rend vite compte qu'elle se heurte une fois de plus à un blocage créatif. Frustrée, elle va rendre visite à sa mère à l'hôpital et lui explique qu'elle a essayé de monter son propre film, mais qu'elle a toujours l'impression de ne pas avoir le talent nécessaire pour trouver des idées originales par elle-même. Plus tard le même jour, elle a rejoint Tom et Polly à une fête dans un appartement à l'autre bout de la ville. Désespérée de ne pas avoir trouvé de nouvelles idées, elle décide de se tourner du côté obscur pour la première fois, espérant ainsi pouvoir relancer son pouvoir créatif. Mais ça va s'avérer être une énorme erreur. Après une troublante expérience dans une des pièces où une marionnette sur un écran de projection lui dit de chercher l'inspiration dans la fête, elle sort pour observer les autres personnes dans le salon. Et on se retrouve littéralement devant cette image où la personne se tient dans un coin en se disant « Ils ne savent pas que je suis une animatrice en stop motion mentalement dérangée ». Depuis son coin, Ella voit un homme se faire casser un verre sur la tête, ce qui lui laisse une vilaine coupure. Et alors qu'elle joue de façon franchement bizarre avec le lambeau de peau qui s'est détaché, elle réalise tout à coup que la petite fille avait raison depuis le début. Elle retourne en courant dans les bois et trouve la petite fille toujours là, accroupie au-dessus du corps du renard mort. Et elle lui dit que l'Ashman doit être fait avec quelque chose de réel. Elles enveloppent alors le corps dans un sac poubelle et le ramènent à l'appartement où Ella commence timidement à découper des morceaux de chair et à les utiliser pour ajouter un niveau de réalisme répugnant à son Ashman. La jeune femme remplace l'ancien modèle par le nouveau. Puis la fillette raconte que la première nuit, la fille de l'histoire tente de se cacher dans la maison, mais que l'Ashman finit par la voir. Ella met les personnages en place et s'apprête à prendre la première photo. Mais à chaque fois qu'elle essaie de saisir une image, la sonnette de son appartement retentit bruyamment comme si quelqu'un essayait d'entrer. Elle l'ignore et essaie de continuer à travailler. Mais les sonneries sont de plus en plus fortes et de plus en plus insistantes. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle doit vraiment aller voir ce qui se passe. Tout à coup, la petite fille se volatilise. Et quand Ella décroche l'interphone pour savoir qui sonne chez elle, il n'y a personne à l'autre bout du fil. Déconcertée, elle regarde par la fenêtre. Et dans la rue en contrebas, elle voit l'ombre d'une silhouette qui se déplace doucement, tout comme celle qui poursuivait la fillette de l'histoire dans les bois. Pour une raison que je ne comprendrai décidément jamais, Ella décide que ce serait une bonne idée d'aller voir ce qui se passe. Alors qu'elle regarde dans la cage d'escalier, elle voit ce qu'on pourrait décrire comme une version réelle de l'Ashman se diriger lentement vers son étage. Terrifiée, elle se précipite dans son appartement et claque la porte, se cachant comme une enfant prise au piège d'un cauchemar. Et quand elle regarde nerveusement par le Judas, elle voit un grotesque globe oculaire ensanglanté qui la fixe exactement comme l'avait raconté la petite fille. Ok, alors ça c'est absolument horrible. Et le pire, c'est que ce n'est que la première nuit. La plus grosse erreur d'Ella a été de regarder par le Judas. Ne regardez jamais par le Judas.
La prochaine fois, elle n'aura qu'à dire de sa voix la plus convaincante qu'il n'y a personne à la maison. Elle doit encore recevoir 2 visites de Ashman. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais le plus surprenant, c'est qu'il s'agit en fait d'une seule et même chose. La mauvaise nouvelle, c'est que nous savons déjà qu'il va revenir. Et la bonne nouvelle, c'est que nous savons qu'il va revenir aussi. Ça veut dire que nous avons le temps de nous préparer. Et qu'il soit le fruit de son imagination ou pas, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas riposter. Il est temps de parler de stratégie. Bon, nous ne savons pas encore grand-chose sur cet Ashman, mais ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il est fait de viande. Ce qui veut dire qu'il peut être endommagé. Si j'étais Ella, je mettrais la main sur une arme, une hache, une machette, un katana, peut-être même un putain de lance-flamme. Enfin, tout ce qu'elle pourra trouver en tout cas. Par ailleurs, il est peut-être temps de revenir à l'idée de l'animal de compagnie. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour lui tenir compagnie à elle. Elle pourrait adopter une poignée de chiens affamés et Monsieur Gros plein de viande ici présent serait sacrément bien accueilli la prochaine fois qu'il se pointerait. La bonne nouvelle, c'est que cette chose doit monter 8 étages avant d'arriver à l'appartement. Alors elle risque d'être un peu essoufflée quand elle y arrivera. Étant donné que les événements du film semblent être liés à ce qu'elle vit dans la vie réelle, nous pourrions peut-être utiliser ça à notre avantage. Elle pourrait essayer de créer un autre personnage qui protégerait la fillette de l'Ashman, ou même lui faire trouver une tronçonneuse dans cette maison et l'éliminer façon Evil Dead. La seule limite est son imagination. Et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour dépasser son blocage créatif. C'est exactement pour ça que, si elle est en manque d'inspiration, elle aurait dû dormir 8 bonnes heures. Enfin, faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit dans un état d'esprit optimal. Mais maintenant que Ashman frappe à sa porte, les choses sont sur le point de devenir tellement pires. Quand Ella se réveille enfin, elle voit que Tom est déjà là, debout au-dessus d'elle. Il tente de la questionner sur ce qui ne va pas, mais elle est complètement paniquée et ne peut qu'expliquer que le personnage de son film lui est apparu dans la vie réelle. Elle plonge la main dans sa botte et révèle qu'elle n'a jamais pris les substances que Polly lui avait données, et que tout ce qui s'est passé la nuit dernière s'est déroulé avec sa pleine conscience. Tom montre à Ella sur l'ordinateur qu'elle a en fait réalisé l'animation de la scène exactement comme elle dit qu'elle l'a vécue la nuit précédente, suggérant que tout ça n'était peut-être qu'un simple mauvais rêve. Mais Ella n'en est pas si sûre. Elle est terrifiée et ils décident tous les deux de retourner à l'appartement de Tom plus tôt. Le reste de la journée se déroule normalement. Ella essayant de retrouver son calme en attendant que Tom revienne du travail. Mais plus tard dans la nuit, elle fait un nouveau cauchemar terrifiant. Cette fois-ci, Ella se réveille paralysée alors que la minuscule figurine de cire de la petite fille entre par l'embrasure de la porte et grimpe jusqu'au pied de son lit, atteignant la jambe d'Ella et lui arrachant une partie de la peau. Le lendemain matin, le couple décide d'aller prendre un petit déjeuner. Mais juste au moment où Ella commence à se sentir à nouveau normale, elle remarque la même petite fille que celle de l'appartement assise à une table derrière eux. Alors qu'elle se rend aux toilettes pour reprendre ses esprits, la petite fille entre et lui dit à travers le mur que la deuxième nuit, l'Ashman l'a touchée. Tom décide de lui donner un emploi dans le studio de publicité de sa sœur. Mais quand elle y est, Ella entre par hasard dans une pièce où elle trouve Polly en train de parler avec son patron. Et c'est alors qu'elle voit qu'elle a pratiquement fait une copie exacte de son projet. Furieuse, elle s'emporte et commence à démolir le décor, détruisant tout avant de quitter l'immeuble en trombe. De retour à son appart, elle se remet à travailler sur son histoire tandis que la petite fille la regarde depuis le canapé. Elle lui rappelle que le deuxième soir, l'Ashman est censé toucher la fille, mais Ella décide alors de changer l'histoire. Au lieu de ça, elle impose que la fille de l'histoire s'échappe sans être attrapée. Et la petite fille sur le canapé ne fait que croiser les bras de frustration, permettant à Ella d'essayer de changer les choses si elle le souhaite, mais lui faisant clairement comprendre que ça ne va pas marcher. Elle commence à tourner la scène suivante, mais quand le Ashman frappe à la porte de la cabane, tout son appartement se met à trembler dans la réalité, et la petite fille sur le canapé disparaît mystérieusement. Les lumières commencent à clignoter, et quand Ella se retourne tout à coup, une version terrifiante et grandeur nature de la goule commence à sortir des brindilles utilisées pour fabriquer la maquette de la forêt. Ella essaie de courir, mais ses jambes se dérobent tout à coup comme si elles étaient faites de cire. Et l'instant d'après, elle se retrouve transformée en une minuscule marionnette de cire, tandis que le zombie géant continue de fondre sur elle. Terrifiée, elle sort rapidement par un tout petit trou dans le mur où l'Ashman n'est pas en mesure de la suivre parce qu'il est trop grand. Mais il est toujours à ses trousses. N'ayant nulle part où aller, elle tente de s'échapper par un second trou qui mène à une étrange pièce tapissée de satin. Mais il est trop tard. Et cet Ashman crache un œuf noir et visqueux qu'Ella est obligée d'avaler en entier. Alors qu'elle roule sur le sol en proie à la douleur, elle a une autre vision de la petite fille qui se tient au-dessus d'elle et qui lui rappelle avec suffisance que c'est ainsi que doit se dérouler l'histoire. Ok,
C'est probablement une des choses les plus bizarres auxquelles j'ai eu la malchance d'assister. Et croyez-moi, quand vous passez toute la journée à regarder des films d'horreur, vous voyez des trucs assez dingues. Alors pour que tout ça me mette mal à l'aise, merde! Tout ce que je peux dire, c'est que je ne voudrais pas être à la place d'Ella en ce moment. J'espère que cet œuf aime le café brûlant, parce que j'en boirai autant que possible jusqu'à ce qu'il soit mort. Sérieusement, Ella doit faire tout ce qu'elle peut pour tuer cet œuf ou le faire sortir de son corps. À ce stade, nous avons largement dépassé le niveau de la thérapie. Elle a besoin d'un traitement médical immédiatement. La seule option qui nous reste est celle qu'elle aurait dû prendre il y a longtemps. Elle doit tout brûler. Elle doit emmener le décor, les figurines et même son équipement photo sur le parking et faire un feu de joie. Après ça, il sera temps de foutre le camp de cet appartement et d'orienter ses talents vers une autre carrière, comme faire de banales poteries au lieu de ça. Ella se réveille finalement à l'hôpital, où les infirmières disent qu'elle a été trouvée errant à l'intérieur de son immeuble avec une coupure profonde et inexpliquée à la jambe. Tom et Polly viennent lui rendre visite, et son petit ami insiste sur le fait qu'elle a besoin de faire une pause pendant un certain temps, suggérant qu'elle pourrait peut-être l'aider à travailler sur ses vidéos musicales plutôt que ses films, une fois qu'elle se sentira mieux. Furieuse, elle lui renvoie l'offre au visage, le traitant de musicien du dimanche en costard-cravate pour rester poli. Mais il lui répond en disant que ses films sont tournés de manière vraiment bizarre. Tom prend les clés et dit qu'il va retourner à l'appartement pour détruire le projet une fois pour toutes. Mais Ella finit par céder, acceptant de l'accompagner et de le faire avec lui le lendemain. Plus tard dans l'après-midi, les infirmières amènent Ella dans la chambre de sa mère et l'informent que celle-ci est morte. Alors qu'elle se tient devant le corps de sa mère, la petite fille apparaît tout à coup dans le coin de la pièce. Et elle dit à Ella qu'il est temps de se remettre au travail. Elles sortent toutes les deux de l'hôpital en douce et retournent à l'appartement d'Ella où la petite fille commence immédiatement à préparer la suite de l'histoire. À ce moment-là, Ella la fait venir et tente subitement de faire disparaître la petite fille. Mais quand elle en a fini, la fille réapparaît debout derrière elle, comme si rien ne s'était passé. Mentalement épuisée, Ella commence à craquer sur le canapé. Mais la fillette la rassure en lui disant qu'elles ont presque terminé le film. Et elle lui promet qu'à la fin, ça aura valu la peine de faire tous ces efforts. Elle ajoute que les vrais artistes mettent toujours une part d'eux-mêmes dans leur travail. Et maintenant, elle veut qu'Ella le fasse elle aussi. Alors que toutes ces anciennes marionnettes se rassemblent sur le canapé pour la regarder, Ella défait les bandages de sa jambe et commence à faire tout ce que la petite fille lui demande. Mais juste à ce moment-là, elle entend le bruit caractéristique d'une clé. Tom et Polly apparaissent tout à coup dans l'embrasure de la porte. Ella leur gronde de sortir, mais ils se précipitent tous les deux à l'intérieur et commencent à panser ses blessures alors qu'elle a des pertes de conscience intermittentes. Quand ils la portent jusqu'à la voiture dans l'espoir de la ramener à l'hôpital, Ella donne soudain un coup de pied à Polly en plein visage. Puis elle pousse violemment Tom dans les escaliers. Terrifiée, Polly tente de s'enfuir. Mais Ella s'attaque à elle et la frappe à plusieurs reprises avec l'appareil photo. Oh, c'est sacrément violent! Mais Ella n'en a pas encore fini. Elle se rend à l'endroit où Tom est blessé et l'étrangle à main nue, les tuant tous les deux sans que personne ne soit témoin de ce qu'elle vient de faire. Ok, eh bien, je suppose que nous savions tous que ça allait arriver. On dirait qu'elle a complètement vrillé finalement. Et honnêtement, je suis surprise que ça ait pris autant de temps. Mais maintenant que nous avons franchi le point de non-retour, il n'y a plus qu'une seule chose à dire. Criez avec moi si vous savez ce que je vais dire. Ella, tu as merde! Depuis le début de cette histoire, toi, ta mère et ton petit ami flippant étiez les seuls à ne pas voir clairement que tu avais besoin de vacances au plus vite. Et le plus fou, c'est que ce n'est que le début. Moi, je vous le dis. À ce stade, cette femme est tellement déséquilibrée que si son esprit était une balance, on pourrait dire qu'elle a perdu l'équilibre et ne pourra sûrement plus jamais être rééquilibrée. Maintenant, dans le meilleur des cas, tu passeras le reste de ta vie derrière les barreaux, ce qui honnêtement pourrait être ce dont tu as véritablement besoin. Mais malheureusement, ce qui est sur le point d'arriver au lieu de ça est un destin qui est encore pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Je suis désolée Ella, mais tu as merde. Sous la conduite de la petite fille, Ella ramène les deux corps dans son appartement et décide de les utiliser pour fabriquer deux autres figurines grandeur nature à l'effigie des personnages de son histoire. Et à présent, il est temps de découvrir comment l'histoire se termine. Après avoir mis les deux personnages en place, Ella recule en titubant, tandis que les marionnettes commencent à bouger d'elles-mêmes. Sous les yeux d'Ella, notre Ashman se dirige lentement vers la marionnette de la petite fille. Mais au moment où il l'atteint, la créature se retourne pour regarder Ella, et elle se met à la poursuivre, elle, à la place. Paniquée, la petite fille dit que ce n'est pas ce qui était censé se passer. Et Ella se réfugie dans un placard de l'autre côté de la pièce. Mais ce bon vieux Ashman la suit rapidement à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il se tienne à quelques centimètres d'elle dans l'obscurité la plus totale. Tout à coup,
Le visage d'Ella se transforme en cire et elle en offre un peu au Ashman, qui commence par manger le morceau qu'il a dans les mains avant de se pencher pour dévorer lentement la tête d'Ella. Quelque temps plus tard, Ella se retrouve perdue dans les mêmes bois que dans l'histoire, jusqu'à ce qu'elle arrive à la cabane où l'attend déjà la petite fille. Elle est assise devant un ordinateur portable et sur l'écran, Ella se voit morte sur le sol de l'appartement. La seule autre chose de la pièce est une grande malle dont l'intérieur est tapissé du même satin jaune que ce qu'elle a vu quand le Ashman l'avait touché. Et maintenant que l'histoire est terminée, Ella grimpe silencieusement à l'intérieur et enferme le couvercle. On dirait que son chef-d'œuvre est enfin achevé, mais le prix à payer était absolument horrible. Et en fin de compte, je pense que nous pouvons tous en tirer une leçon précieuse. Il est parfois préférable d'avoir un travail de bureau ennuyeux finalement. Mais qu'auriez-vous fait ? Je regrette, mais la première chose à faire, c'est de ne jamais parler à des gosses effrayants dans un bâtiment abandonné. Mais ce n'est que mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!